Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y? Bien sûr, voici la traduction complète de l'histoire en français. L'arôme de truffes et d'ambition flottait au Kingsley, un sanctuaire d'opulence à Manhattan, où le tintement des couverts en argent était la bande sonore des puissants. Richard Montgomery, un homme qui mesurait le monde en participation et en obéissance, ressentait le poids de cette soirée différemment. À ses côtés, Lucas, son fils de 10 ans, représentait la seule variable dans sa vie méticuleusement contrôlée, un rappel constant de son impuissance depuis l'accident qui lui avait volé une partie de ses mouvements. Les appareils orthopédiques aux jambes du garçon étaient hauts comme des chaînes visibles, non seulement pour Lucas, mais pour Richard lui-même, qui y voyait le reflet de ses échecs. Cette tentative de réintégrer Lucas à la vie sociale était un champ de mine pour Richard. Chaque regard curieux dirigé vers le garçon, chaque murmure étouffé, semblait une accusation. Le Kingsley, avec son code tacite de perfection, était la pire scène pour exposer la vulnérabilité de son fils. Lucas, cependant, semblait indifférent à l'attention de son père, ses yeux brillants de la nouveauté de l'environnement, une pureté que Richard avait depuis longtemps oublié comment cultiver. Il observait son fils avec un mélange de fierté et de terreur, craignant le moment où la cruelle réalité du monde pourrait briser cette innocence. La douce musique du piano à queue emplissait l'atmosphère, une mélodie nostalgique qui semblait bercer les conversations discrètes. C'est alors que Lucas, dans un élan qui défiait toute logique adulte, se tourna vers la serveuse qui venait de leur servir de l'eau. Diana Johnson était la seule employée noire dans la salle principale, un détail qui n'avait pas échappé à Richard, bien qu'il n'aurait su dire si c'était un effort calculé d'inclusion du restaurant ou simplement une anomalie. Le garçon, avec un sourire qui désarmerait des armées, tendit sa petite main et lui demanda si elle aimerait danser. La demande enfantine plana dans l'air, chargée d'une pureté déconcertante. Monsieur Thornton, le gérant du restaurant, se matérialisa à côté de la table, son visage un masque de désapprobation contenue. D'une voix onctueuse mais ferme, il réprimanda Lucas, l'informant que les employés n'étaient pas là pour divertir les enfants et qu'un tel comportement était inapproprié pour le Kingsley. La réprimande fit se raidir Richard, une fureur froide commençant à monter le long de sa colonne vertébrale, dirigée autant contre l'audace de son fils que contre l'impolitesse du gérant. Il était sur le point d'intervenir, d'écraser Thornton sous le poids de son nom. Diana, dont le service venait de se terminer, surprit tout le monde. Avec un calme qui contrastait avec la tension croissante, elle retira son tablier de lin blanc, le déposant sur un plateau voisin. Un sourire sincère illumina son visage, tandis qu'elle se tournait vers Lucas. « J'adorerais danser avec toi », dit-elle, sa voix douce mais claire. Elle prit la petite main que Lucas tenait toujours tendue, ignorant complètement le regard foudroyant de M. Thornton et l'expression stupéfaite de Richard. Le geste était simple, mais chargé d'une dignité qui réduisit au silence toute protestation imminente. Richard observa l'irritation initiale face à l'audace de la serveuse commençant à se dissiper, remplacée par une curiosité hésitante. Lucas, tenant la main de Diana, se déplaça vers un petit espace près du piano. Le garçon, qui depuis l'accident avait toujours été conduit, corrigé, soutenu, menait maintenant. Ses mouvements étaient limités par les appareils, mais il y avait une concentration intense sur son visage, une joie pure et inébranlable que Richard n'avait pas vue depuis des années. Chaque pas, incertain, était fait avec une détermination qui le frappa de plein fouet. La scène évoqua un souvenir douloureux et tendre. Elisabeth, sa défunte épouse, tourbillonnant avec un Lucas encore petit dans le salon, tous deux riant. Elle disait toujours que la danse concernait la connexion, pas la perfection technique. La manière dont Diana se mouvait avec Lucas, s'adaptant à ses limitations, lui permettant de dicter le rythme, reflétait la philosophie d'Elisabeth. C'était une danse d'acceptation, de patience, de pure joie partagée. Et Richard sentit une fissure dans son armure émotionnelle,
quelque chose de chaud et d'inconnu se répandant dans sa poitrine. Le monde sembla rétrécir, les autres tables, les autres clients, le Kingsley lui-même, tout disparut. Il ne restait que Lucas, Diana et la douce mélodie du piano. Le garçon n'était plus le patient, le handicapé, le centre de préoccupation. Il était simplement Lucas, un garçon qui dansait, sentant la musique, conduisant sa partenaire avec une confiance nouvelle. La transformation sur le visage de son fils, la lumière qui irradiait de lui, était indéniable et profondément émouvante. Richard déglutit, l'émotion menaçant de déborder. Quand la musique se termina, Lucas applaudit avec enthousiasme, son visage rouge de bonheur. Diana remercia avec une petite révérence, le traitant comme un gentleman. Richard, sentant le regard des autres clients, certains curieux, d'autres avec une admiration voilée, fit un geste discret. « Monsieur Thornton », sa voix était basse mais chargée d'une autorité indiscutable. « Mon addition, s'il vous plaît, et assurez-vous que Madame Johnson reçoive un pourboire généreux pour sa gentillesse exceptionnelle. » Il se tourna ensuite vers Diana, lui tendant sa carte de visite personnelle. « Soyez à mon bureau demain à 9 heures. Nous avons des choses à discuter. » Le lendemain, avant la réunion prévue, Richard mobilisa ses ressources. Une enquête discrète mais complète sur Diana Johnson révéla une femme d'une résilience et d'une intelligence remarquables. Diplômée en développement de l'enfant, avec une maîtrise inachevée en éducation spécialisée en raison de difficultés financières, elle était cofondatrice, avec sa sœur Zoé, d'un programme appelé Freedom Steps. Le programme, axé sur la danse comme thérapie pour les enfants handicapés physiques, rencontrait de sérieuses difficultés pour se maintenir, luttant pour chaque dollar de financement. L'enquête révéla également que Diana cumulait 3 emplois pour joindre les 2 bouts et maintenir en vie le rêve de Freedom Steps. La serveuse au Kingsley n'était qu'une de ses facettes, une nécessité pour un but plus grand. Richard ressentit un respect réticent pour sa ténacité, bien que son esprit pragmatique calculât déjà la meilleure façon d'utiliser cette information. Il n'était pas habitué à être surpris, encore moins par quelqu'un qui l'avait initialement sous-estimé. Quand Diana arriva dans son vaste bureau avec vue sur Central Park, elle ne montra aucune intimidation. Il y avait une contenance en elle, une force tranquille que Richard commençait à reconnaître. Il alla droit au but, comme toujours. « Madame Johnson, j'ai été impressionné par votre interaction avec mon fils et par votre parcours. » Il marqua une pause, l'observant. « Je vous offre un poste d'accompagnatrice thérapeutique pour Lucas, un salaire 5 fois supérieur à la somme de vos emplois actuels. Vos responsabilités seraient axées sur son bien-être et son développement. » L'offre flotta dans l'air, généreuse, presque irrefusable pour quelqu'un dans la situation financière de Diana. Richard s'attendait à de la gratitude, peut-être un peu d'étonnement. Au lieu de cela, Diana le regarda droit dans les yeux, une expression indéchiffrable sur son visage. « Monsieur Montgomery » commença-t-elle, sa voix calme, mais avec un timbre d'acier. « Je vous remercie de votre offre, mais je vais devoir la refuser. » Richard haussa un sourcil, surpris. Peu de gens osaient refuser Richard Montgomery. « Pensez-vous pouvoir acheter des solutions aux problèmes émotionnels, Monsieur Montgomery ?» continua Diana, son calme maintenant teinté d'une critique voilée. « Vous avez enquêté sur moi, découvert ma formation, mes difficultés. Et, comme au restaurant, quand le gérant m'a réprimandé, vous avez initialement jugé ma compétence, peut-être ma propre humanité, à la couleur de ma peau et à ma classe sociale. Maintenant, vous essayez de m'embaucher comme si j'étais un autre actif à acquérir. » Ces mots étaient précis, tranchants, dénués de toute servilité. Richard sentit une pointe d'irritation, mais aussi un sentiment inconfortable qu'elle voyait à travers lui. « Mon fils a besoin du meilleur. Votre formation est pertinente, » rétorqua-t-il, essayant de garder le contrôle de la conversation. Mais Diana ne recula pas. Lucas n'a pas besoin d'un autre spécialiste lui dictant ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Il a besoin d'espace pour diriger, pour sentir que les gens se soucient sincèrement de lui, pas parce qu'ils sont payés pour cela. Il a besoin d'opportunités pour être lui-même, comme c'est arrivé hier soir.
Elle se pencha légèrement en avant. Ce que Lucas a expérimenté, c'est la joie de l'autonomie, de la connexion authentique, quelque chose que votre argent ne peut pas fabriquer. Au lieu d'accepter l'emploi, Diana fit une contre-proposition. Amenez Lucas à un cours d'essai gratuit à Freedom Steps. Venez voir ce que nous faisons vraiment. Ensuite, si vous pensez toujours que votre offre est la meilleure solution pour lui, j'envisagerai d'en discuter à nouveau. Son audace était déconcertante, mais il y avait une conviction dans ses paroles qui l'intriguait. À la surprise de Diana elle-même, et peut-être même de la sienne, Richard accepta. C'était peut-être le souvenir de la joie de Lucas, peut-être le besoin de comprendre ce qui motivait cette femme, ou simplement la nouveauté d'être défié. Le samedi suivant, il conduisit Lucas jusqu'à un modeste centre communautaire dans le Bronx, un monde à part de ses gratte-ciel et de ses salles de réunion climatisées. L'endroit était simple, un peu usé, mais irradiait une énergie chaleureuse et accueillante. En entrant, ils furent accueillis par Zoé, la sœur de Diana, une femme vibrante avec un sourire aussi contagieux que celui de sa sœur. Des enfants de différents âges, certains en fauteuil roulant, d'autres avec des déambulateurs ou des appareils orthopédiques similaires à ceux de Lucas, se déplaçaient dans la salle au son d'une musique entraînante. Il n'y avait pas la formalité oppressante du Kinsley, ni la pression silencieuse de la perfection. Il y avait des rires, des encouragements et un sentiment palpable de communauté. Richard se sentit comme un intrus, un observateur d'un monde qu'il ne comprenait pas. Diana présenta Richard et Lucas au docteur Helen Mercer, une femme aux cheveux gris et aux yeux perçants, que Richard découvrit bientôt être une neuroscientifique renommée, retraitée de Harvard. Le docteur Mercer supervisait la recherche du programme sur la plasticité cérébrale et les effets des approches non directives de mouvement chez les enfants ayant des difficultés motrices. Freedom Steps, Richard commençait à le réaliser, était bien plus qu'un simple passe-temps. C'était un programme pilote de réadaptation motrice avec une base théorique innovante co-développée par Diana elle-même. C'est alors que Diana, avec une tranquillité presque désinvolte, révéla que la fondation de Richard Montgomery avait rejeté ses demandes de financement à 3 reprises au cours des 2 dernières années. Les propositions, détaillant la méthodologie et les objectifs de recherche, n'étaient même pas arrivées sur son bureau, filtrées par ses subordonnés comme irréalisables ou sans potentiel de retour significatif. La révélation le frappa comme un coup de poing. Lui, qui se targuait de sa vision et de son flair pour les investissements, avait permis à son propre empire de rejeter quelque chose qui aurait pu bénéficier à son fils. Diana avoua alors qu'elle l'avait reconnu au restaurant. La danse avec Lucas n'avait pas été un simple hasard. Voyant l'opportunité, elle avait décidé de montrer, pas seulement de raconter, la valeur de son travail. « Je savais que c'était un risque, Monsieur Montgomery, » admit-elle, « mais après 3 refus formels, j'ai senti que j'avais besoin d'une approche moins conventionnelle. J'avais besoin que vous voyiez l'impact direct, la joie, la possibilité. » L'aveu était audacieux, presque une admission de manipulation. Mais il y avait une honnêteté désespérée dans ses paroles. La tension dans la pièce monta lorsqu'un petit groupe de journalistes, dont un reporter d'un éminent magazine de santé et de bien-être, arriva sur les lieux. Richard regarda Diana, puis le docteur Mercer, une fureur froide commençant à s'emparer de lui. Il réalisa qu'il avait été mené, chaque étape soigneusement orchestrée, depuis la rencontre au Kinsley jusqu'à la présence de la presse à ce moment précis. Le docteur Mercer expliqua qu'ils avaient invité la presse pour couvrir la publication des premiers résultats prometteurs du programme Freedom Steps. « Vous m'avez utilisé » siffla Richard à Diana, sa voix basse et dangereuse. « Vous avez utilisé mon fils. » Diana le regarda en face sans vaciller. « J'ai utilisé l'opportunité qui s'est présentée pour donner une voix à ces enfants, Monsieur Montgomery, pour montrer qu'il y a de l'espoir là où vos spécialistes disaient qu'il y en avait peu. Pour montrer ce que votre fondation a refusé de voir. » La confrontation flottait dans l'air, chargée et tendue, les journalistes commençant à flairer une histoire encore plus grande que ce à quoi ils s'attendaient. Ce fut à cet instant chargé,
tous les regards fixés sur la discussion entre le milliardaire et l'idéaliste, qu'un petit son attira l'attention. Lucas, qui avait tout observé en silence au centre de la pièce, semblait avoir pris une décision. Avec une concentration qui reflétait celle de la nuit de la danse, il s'agenouilla et, de ses propres mains, commença à défaire les boucles d'un de ses appareils orthopédiques. Le geste réduisit la pièce au silence instantanément. Richard se retourna, le cœur battant la chamade. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Le garçon ne répondit pas, concentré sur sa tâche. Il retira l'appareil de sa jambe droite, le laissant tomber sur le sol avec un bruit sourd. Tout le monde retint son souffle. Lucas regarda sa jambe maintenant libre, puis devant lui, vers un point imaginaire. Il prit une profonde inspiration, ses petites épaules se soulevant et s'abaissant. Avec une grimace d'effort immense et de concentration, Lucas poussa son corps vers le haut, s'appuyant fermement sur sa jambe gauche, toujours appareillée. Puis, lentement, il avança sa jambe droite. Pendant un instant éternel, il sembla qu'il allait tomber. Mais alors, avec une petite impulsion, il transféra son poids et fit un pas complet, indépendant, sans aucun soutien. Une étape que ses médecins, les meilleurs que l'argent de Richard pouvait acheter, avertit impossible pendant au moins 2 ans encore. Le silence dans la pièce fut rompu par un sanglot contenu venant de Zoé. Diana avait les larmes aux yeux, mais souriait. Les journalistes commencèrent à photographier, le son des clics des appareils photo presque profanes face à ce miracle silencieux. Richard regardait, simplement, paralysé. L'image de son fils, debout, ayant fait un pas qui défiait toutes les prédictions médicales, brisait les dernières résistances dans son cœur. La colère face à la manipulation, l'orgueil blessé, tout se dissolvait devant cette preuve irréfutable. Le progrès de Lucas, là, sous ses yeux et ceux des caméras, était un témoignage vivant de la puissance de l'approche de Freedom Steps. C'était la réponse à tous ses doutes, l'annulation de toutes ses objections. Diana n'avait pas eu besoin de longs discours ou de propositions détaillées, elle lui avait simplement montré. Et à ce moment-là, Richard Montgomery, le titan de l'industrie, le maître des négociations, se sentit petit, humble. Confronté à la presse, qui se tournait maintenant vers lui pour une déclaration à la preuve indéniable des progrès de Lucas et à l'astuce silencieuse de Diana, Richard connut une transformation profonde et sismique. Il prit une profonde inspiration, non pas pour contrôler sa colère, mais pour trouver les mots justes. Il regarda Diana, un signe de tête presque imperceptible de reconnaissance, de reddition. Puis, il fit face aux journalistes. « Ma fondation a commis une erreur », déclara-t-il, sa voix ferme mais dépourvue de l'arrogance habituelle. « Une erreur que je regrette profondément. Le travail qui est fait ici, à Freedom Steps, est extraordinaire. » Il marqua une pause, regardant Lucas, qui souriait maintenant timidement, toujours debout. « Et c'est pourquoi j'annonce... Aujourd'hui, l'engagement de la Fondation Montgomery a financé intégralement Freedom Steps pour les 5 prochaines années. » Un murmure parcourut la pièce. « Cela inclura, continua Richard, la construction d'un nouveau centre de réadaptation de pointe, équipé de tout ce qui sera nécessaire pour étendre ce travail remarquable. » Il regarda directement Diana. Avec une seule condition, que Diana Johnson et son équipe conservent une autonomie totale sur le programme et sa méthodologie. Aucune ingérence d'entreprise. Aucune. La déclaration était un témoignage de son changement, un aveu public que sa voix n'était pas toujours la seule, ni la meilleure. Dans les mois qui suivirent, Richard Montgomery se plongea dans le projet Freedom Steps avec un dévouement qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Il ne se contenta pas de signer des chèques. Il s'impliqua activement, participant à des réunions de planification, visitant le site de la nouvelle construction et, à l'étonnement de ses associés, commença à étudier la neuroplasticité. Il voulait comprendre la science derrière le miracle dont il avait été témoin, la logique qui sous-tendait la foi de Diana et du docteur Mercer. Le nouveau centre Freedom Steps fut conçu avec la participation directe des enfants et de leurs familles. Leurs idées, leurs besoins, leurs rêves
furent incorporés dans la conception, en faisant non seulement une installation de pointe, mais un véritable foyer pour la communauté qu'il servait. Il devint un modèle d'innovation non seulement dans son approche thérapeutique, mais dans sa conception collaborative. L'atmosphère était empreinte d'espoir et de progrès palpables. Lucas s'épanouit dans ce nouvel environnement. Avec la thérapie continue et le soutien de la communauté de Freedom Steps, il se débarrassa progressivement de ses appareils orthopédiques. Sa confiance grandit à pas de géant, littéralement. Il devint un petit ambassadeur du programme, son histoire inspirant d'autres enfants et leur famille, un témoignage vivant de ce qui était possible quand on croyait au potentiel humain au-delà des limitations apparentes. 6 mois plus tard, lors de l'inauguration officielle du tout nouveau centre Freedom Steps, Richard Montgomery monta sur le podium. Il n'était plus le même homme qui était entré au Kinsley cette nuit fatidique. Il y avait une légèreté dans son expression, une humilité dans sa posture. Son discours fut bref, mais chargé d'émotion. « Je suis venu ici aujourd'hui », commença-t-il, « non pas comme un financeur, mais comme un père profondément reconnaissant. » Il se tourna vers Diana, qui était au premier rang à côté de Lucas, Zoé et du docteur Mercer. « Diana, » dit-il, sa voix s'étranglant légèrement. « Merci. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Merci de m'avoir appris que, parfois, le plus grand leadership consiste à savoir quand suivre. Vous m'avez appris à avancer d'une manière dont je n'aurais jamais su que j'avais besoin. » Les applaudissements qui suivirent furent longs et sincères. S'adressant à la presse présente, Richard ajouta une réflexion qui marqua sa transformation. « Nous avons tendance à penser que les leaders sont ceux qui sont toujours en tête, dictant le chemin. Mais j'ai appris que les vrais leaders sont souvent ceux qui ont le courage de suivre quand quelqu'un leur montre un meilleur chemin, un chemin plus humain. Ceux qui reconnaissent la valeur chez les autres et leur donnent les moyens de briller. » 1 an après ce premier pas, hésitant de Lucas, Freedom Steps s'étendait à d'autres villes, reproduisant son modèle de succès. Diana Johnson recevait une reconnaissance nationale pour sa méthodologie innovante, donnant des conférences et inspirant une nouvelle génération de thérapeutes et d'éducateurs. Ses recherches, désormais largement financées, continuaient de produire des résultats prometteurs, changeant les paradigmes de la réadaptation pédiatrique. Richard Montgomery, quant à lui, découvrit un nouveau type de pouvoir. Le pouvoir qui ne venait pas du contrôle, mais de la capacitation. Le pouvoir qui ne résidait pas dans le fait d'avoir toutes les réponses, mais dans le fait de savoir quand prendre du recul et permettre à d'autres de diriger, surtout lorsqu'il s'agissait du bien-être et de l'autonomie de ceux qu'il aimait. Il continua à soutenir Freedom Steps, non pas comme un devoir, mais comme une passion. L'histoire de Richard, Lucas et Diana devint une sorte de légende silencieuse dans les cercles philanthropiques et thérapeutiques. Un rappel de la façon dont un simple geste de dignité dans le salon d'un restaurant cher, le courage d'une femme à défier le statu quo et l'ouverture d'un père à voir au-delà de ses propres certitudes purent déclencher des transformations profondes et durables. Cela prouvait que parfois, le pas le plus important est celui que l'on permet à un autre de faire. Le Kinsley servait toujours des dîners chers, et M. Thornton patrouillait toujours dans le salon avec son efficacité austère. Mais pour Richard Montgomery, le monde avait changé de couleur, de rythme. Il avait appris que la vraie richesse ne résidait pas dans les bilans financiers, mais dans les liens humains, dans la joie d'un fils redécouvrant sa force et dans la sagesse de reconnaître le leadership là où il résidait vraiment, dans le cœur de ceux qui se souciaient suffisamment pour lutter pour un avenir meilleur. Le parcours de Richard ne s'arrêta pas là. En fait, il ne faisait que commencer. Il devint un défenseur des approches innovantes en philanthropie, encourageant les autres à regarder au-delà des modèles traditionnels et à investir dans le potentiel humain où qu'ils le trouvent. Sa fondation se mit à prioriser les projets qui favorisaient l'autonomie et la dignité, reflétant la leçon la plus précieuse qu'il avait apprise de Diana Johnson. Lucas, maintenant un préadolescent confiant, non seulement marchait sans appareil, mais dansait, courait et jouait avec une liberté qui semblait auparavant un rêve lointain. Il portait en lui l'expérience de Freedom Steps,
non pas comme un souvenir de ses limitations passées, mais comme la preuve de sa résilience et de la capacité de dépassement inhérente à l'esprit humain. Il devint un phare d'espoir. Diana et Zoé continuèrent d'étendre Freedom Steps en conservant toujours l'essence du programme, l'accent sur l'enfant, les approches non directives et la croyance inébranlable dans le pouvoir de la connexion et du mouvement. Le Dr Mercer publia des études influentes basées sur les données du programme, contribuant de manière significative au domaine de la neuroscience et de la réadaptation. Le petit centre communautaire du Bronx donna naissance à un réseau d'espoir. La transformation de Richard Montgomery ne concerna pas seulement le financement d'un programme. Il s'agissait de réévaluer ses propres valeurs, ses priorités et son rôle dans le monde. Il découvrit que la vulnérabilité qu'il craignait tant chez Lucas était, en réalité, une porte vers une connexion plus profonde et vers une force qu'il ne connaissait pas. Ce dîner au Kinsley, initialement un exercice de contrôle et d'appréhension, devint le catalyseur d'une libération inattendue. Leur histoire résonnait comme un témoignage de l'impact qu'un individu déterminé peut avoir, même contre les structures de pouvoir les plus enracinées. Diana, avec sa foi inébranlable et sa stratégie audacieuse, changea non seulement la vie de Lucas, mais aussi celle de Richard et, par extension, celle d'innombrables autres enfants qui bénéficieraient de Freedom Steps. Elle incarnait le courage d'agir selon ses convictions. L'apprentissage de Richard fut profond. Le vrai pouvoir ne consistait pas à imposer sa volonté, mais à écouter, à observer et à avoir l'humilité d'admettre quand il avait tort. Il apprit qu'en cédant le contrôle, il ne perdait rien. Au contraire, il gagnait une perspective plus riche et l'opportunité de participer à quelque chose de vraiment significatif. Ce pas de Lucas fut aussi un pas pour lui, vers une nouvelle compréhension de la vie. La mélodie du piano au Kinsley résonnait encore dans sa mémoire, non pas comme un son d'ambiance luxueux, mais comme la bande sonore du moment où la trajectoire de sa vie commença à changer. L'invitation innocente d'un enfant à danser devint une invitation pour lui-même à apprendre de nouveaux pas, une nouvelle façon de se mouvoir dans le monde, avec plus de grâce, plus d'empathie et un but renouvelé. L'héritage de Freedom Steps ne se limiterait pas à ses centres physiques ou à ses impressionnants résultats thérapeutiques. Son plus grand héritage serait la preuve que la compassion, l'innovation et le courage de défier les attentes peuvent, en effet, déplacer des montagnes, ou, dans le cas de Lucas, faire le premier pas vers un avenir sans limite. Et Richard serait là, non plus pour diriger d'en haut, mais pour soutenir de côté. Le changement chez Richard était visible pour tous ceux qui le connaissaient. Ses affaires continuaient de prospérer, mais il y avait une nouvelle dimension dans son leadership, une dimension qui valorisait le capital humain autant que le capital financier. Il se mit à rechercher activement des projets ayant un impact social positif, comprenant que le véritable succès se mesurait à la différence que l'on faisait dans la vie des gens. La relation entre Richard et Lucas se transforma également profondément. L'ancienne dynamique de protecteur et de protégé laissa place à un partenariat basé sur le respect mutuel et l'admiration. Richard voyait en Lucas non pas la fragilité du passé, mais la force du présent et la promesse de l'avenir. Ils partageaient une complicité forgée dans le dépassement et la découverte commune de nouvelles possibilités. Diana Johnson ne chercha jamais la reconnaissance personnelle, mais celle-ci la trouva. Son approche, initialement accueillie avec scepticisme par certains, devint un exemple de la manière dont la passion combinée à l'intelligence et à la persévérance peut briser les barrières. Elle resta fidèle à ses principes, veillant à ce que Freedom Steps continue d'être un espace d'accueil et d'autonomisation pour chaque enfant qui franchirait ses portes. Leur histoire servait de phare, éclairant l'idée que même dans les environnements les plus improbables, comme un restaurant exclusif ou un modeste centre communautaire, peuvent surgir des moments de profonde humanité, capables de redéfinir des vies et des priorités. C'était un récit de seconde chance, non seulement pour Lucas, mais pour Richard,
qui trouva une nouvelle façon d'être père et d'être homme. La simplicité de la demande de Lucas « Veux-tu danser ?» contenait une sagesse qui surpassait toute la complexité du monde des affaires de Richard. Dans ce geste résidait l'essence de la connexion humaine, une invitation à la participation, au partage, à la joie. Et en acceptant cette invitation, indirectement, Richard accepta également l'invitation à une vie plus pleine et plus significative. Le succès de Freedom Steps inspira d'autres initiatives à travers le pays, prouvant que des méthodologies centrées sur la personne et valorisant l'autonomie pouvaient atteindre des résultats extraordinaires. La graine plantée par Diana et Zoé, arrosée par la transformation de Richard et l'épanouissement de Lucas, engendra une récolte abondante d'espoir et de changement. Le souvenir de ce premier pas de Lucas, au milieu de la tension et de l'attente, resterait comme le symbole ultime du voyage de chacun d'eux. Un pas qui représenta la rupture des barrières physiques et émotionnelles, un pas qui ouvrit la voie à un avenir où l'impossible devenait possible grâce à la foi, à la science et par-dessus tout, à l'amour et à la connexion humaine. Richard visitait fréquemment le centre Freedom Steps, non pas comme un bienfaiteur distant, mais comme un membre de la communauté. Il assistait aux cours, discutait avec les enfants et leurs familles, et s'émerveillait des petits miracles qui s'y produisaient chaque jour. Il trouva un but qui transcendait l'accumulation de richesses, un but qui nourrissait son âme. L'histoire se conclut non pas par une fin, mais par un nouveau commencement. Un commencement où le pouvoir est redéfini, où le leadership est partagé et où la capacité de s'émerveiller devant le potentiel humain est la plus grande force motrice. Richard Montgomery apprit que, parfois, pour vraiment avancer, il faut avoir le courage de suivre le rythme d'une danse inattendue. L'impact de cette rencontre fortuite se répercuta pendant des années, façonnant non seulement l'avenir de Freedom Steps, mais aussi la philosophie de la Fondation Montgomery. Des projets qui auraient été auparavant sommairement rejetés recevaient désormais une analyse plus attentive, en particulier ceux qui démontraient une profonde compréhension des besoins humains et un potentiel de transformation authentique, même si les retours n'étaient pas immédiatement évidents en termes financiers. Lucas, en grandissant, devint un jeune homme articulé et compatissant, profondément conscient de l'impact que le soutien et la croyance peuvent avoir dans la vie d'une personne. Il n'oublia jamais la sensation des appareils sur ses jambes, ni la joie libératrice de son premier pas sans eux. Ce souvenir le poussa à devenir un défenseur d'autres enfants confrontés à des défis similaires, utilisant sa propre histoire pour inspirer et encourager. Diana Johnson, bien que célébrée pour son innovation, resta toujours concentrée sur le travail quotidien, sur l'interaction avec les enfants et sur la recherche constante d'amélioration des méthodologies de Freedom Steps. Pour elle, la plus grande récompense était de voir le sourire d'un enfant découvrant une nouvelle capacité, l'espoir renouvelé dans les yeux d'une famille. Son humilité était aussi remarquable que son génie. La transformation de Richard fut un processus continu, un voyage d'apprentissage et de détachement des anciennes carapaces qui le définissaient. Il découvrit que la vraie force ne résidait pas dans l'invulnérabilité, mais dans la capacité à se connecter avec les autres à un niveau authentique, à partager ses propres vulnérabilités et à trouver la force dans l'interdépendance. Cela fit de lui un leader plus efficace et un être humain plus complet. L'écho de cette nuit au Kinsley, avec sa confrontation initiale et l'acceptation surprenante de la danse, devint pour Richard un rappel que les moments les plus transformateurs de la vie arrivent souvent de manière inattendue, défiant nos perceptions et nous invitant à regarder le monde et nous-mêmes avec des yeux neufs. Ce fut une leçon d'humilité, d'espoir et du pouvoir rédempteur de la connexion humaine.